Rebonjour, on va commencer cette plénière d'ouverture, le temps que vous vous installiez. Alors, on va commencer. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas Cécile Duflot et Lionel Dieny. Nous avons appris hier soir que Madame Duflot a eu de très graves problèmes de santé. Elle va mieux, mais elle ne peut pas se déplacer, ne peut pas travailler. Donc, elle nous a envoyé des gentils messages d'encouragement que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux. On l'a appris hier soir un peu tard, on a dû se réorganiser rapidement, donc on avait envie de vous dire beaucoup de choses, mais il a fallu qu'on choisisse et puis qu'on trouve une thématique et qu'on trouve des intervenants au pied levé, que je remercie. Donc on s'est dit qu'on allait parler de pourquoi se drogue-t-on encore ? Encore, c'est pour les gens qui étaient là hier à la conférence, qui vont se dire, on l'a déjà entendu, donc oui, encore, mais vous allez l'entendre de manière différente. Encore également parce que on sait qu'après des décennies de guerre à la drogue, des décennies de répression, on se drogue encore, donc il doit bien y avoir des raisons. Et également parce que mon camarade à ma droite a été très attaché au terme « encore » pour une référence à Lacan qui l'expliquera peut-être. Je vais demander très rapidement à mes trois collègues de se présenter. Ensuite, je dirai un petit mot d'introduction et on pourra ensuite échanger. Michael. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michael Hoge, je travaille à Eurotox, qui est un observatoire socio-épidémiologique alcool-drogue, situé en Belgique. On travaille à l'échelle de la Belgique francophone pour les deux régions francophones, Wallonie-Bruxelles. Et je suis chargé de projets épidémiologiques. J'étudie donc les comportements de consommation et leurs conséquences sur la santé. Et ces analyses, on les contextualise en les intégrant dans un monitoring plus large au niveau socio-législatif, au niveau des grandes tendances, des grands débats de société par rapport à toutes ces questions. J'ai été invité à parler des motivations à l'usage de drogue. C'est une thématique qui m'intéresse à titre personnel et professionnel, que je trouve très, très, très intéressante et pas suffisamment visibilisée à la fois au niveau de la recherche et au niveau des débats grand public sur ces questions-là. Et donc je suis très heureux et je remercie Marie pour cette invitation. Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, au Canada. Oui, c'est mon accent. Spécialisé en prévention, étiologie, stigmatisation et sur les politiques sur les drogues, chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances au Centre de recherche en santé publique et au groupe Recherche et intervention sur les substances psychoactives Québec. Je suis aussi rédacteur en chef de la revue Drogue, Santé et Société, une revue scientifique francophone multidisciplinaire accessible en ligne gratuitement. Et j'ai fondé une structure, une association qui s'appelle le GRIP, qui fait de l'analyse de drogue dans les milieux festifs à Montréal et au Québec. Et je suis aussi, en terminant, et c'est entre autres pour ça que je suis ici, une personne dite concernée, un expert de vécu. Les Anglais disent une person with lived experience, donc j'aurai l'occasion d'en parler tantôt. Et donc, je suis le troisième larron, Jean-Pierre Coutron, je suis psychologue clinicien depuis plus de 35 ans, et effectivement, j'ai étudié à Lacan à l'université à l'époque, mais c'est pas moi qui ai mis le terme encore, contrairement à ce que dit Marie, et c'est pas moi qui ai revendiqué ce concept, j'ai juste blagué que ça me rappelait quelque chose. Moi, j'ai revendiqué le mot d'après, l'usage du territoire, parce que
dans ces 35 ans de vie, il y a un livre qui m'a toujours accompagné et qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Et je trouve que beaucoup de choses qui commençaient à être dites ce matin sur l'usage ou le bon usage que l'on fait du monde, du territoire, des lieux où on vit, sonnaient bien avec l'exercice que Marie nous a demandé de faire, qui est au pied levé de reprendre quelque chose pour donner du sens à cette plénière d'ouverture. Oui, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation donc, qui s'est faite tardivement hier soir. On va parler ce matin des consommations, des motivations aux consommations sous l'angle des territoires. On le sait, on consomme tous ou quasi tous et on consomme partout. Mais selon les territoires, ce ne sont pas les mêmes consommations, ce ne sont pas les mêmes consommateurs. Ce ne sont pas, on l'a dit ce matin, les mêmes vulnérabilités. Et ce n'est pas le même accès à la prévention, ce n'est pas le même accès aux soins, ce n'est pas le même accès à la réduction des risques. Et ce n'est pas la même chose d'aller consommer du Skénan en toute sécurité à la salle de consommation à moindre risque de Gaïa à Paris dans le 10e, en étant accompagné, en connaissant les risques et en étant dans un contexte de sécurité, que de consommer du crack porte de la Chapelle ou de l'héroïne à Sevran. Et ces inégalités-là, on a considéré qu'il fallait en parler et qu'il fallait qu'on fasse le lien entre les consommations, les usages, les motivations et ce qu'il se passe sur les territoires. On connaît, on en a parlé hier, les clichés qui sont persistants sur les drogues, les clichés sur les consommations et du coup les clichés sur les consommateurs avec tous les stigmates et l'opprobre qui vont avec. On veut les déconstruire, ces clichés, on veut changer les représentations. Et pour cela, on considère qu'il faut qu'on continue à se mobiliser ensemble, à donner du sens, à donner de la connaissance, à avancer en collectif et à parler au plus grand nombre. Cette force du collectif, j'ai pu la constater hier soir. Hein. J'étais assez fébrile à l'annonce du désistement pour de bonnes raisons de notre intervenante de plénière. Et puis en 30 secondes, j'ai eu mon équipe, les administrateurs, les collègues qui sont venus m'aider et on a monté cette plénière assez rapidement. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne illustration de ce qu'on arrive à faire quand on se mobilise ensemble et j'espère vraiment que vous y trouverez votre compte ce matin. On va tout de suite attaquer. Donc, pourquoi se drogue-t-on, Michael? Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair, s'il te plaît? Pourquoi se drogue-t-on? C'est une très bonne question, une question qui mérite qu'on s'y attarde et je vais vous balancer, si je puis dire, quelques petites informations qui vont d'une part veiller à déconstruire certaines représentations par rapport à l'usage ou motivation à l'usage pour essayer de remettre un peu plus de sens derrière ces pratiques et plus d'humanité aussi parce que ce sont des usages portés par des personnes qui s'inscrivent dans une dynamique tout à fait normale et relativement banale. Alors, ça n'avance pas. Et ça ne recule pas. Ça y est, je connaissais. Ouais, c'est bon. Alors, les représentations sociales, si j'évoque le terme drogue, si j'évoque le terme usager de drogue, si je vous montre des images relatives à ces comportements, de manière relativement automatique et implicite, vont s'éveiller dans votre champ de conscience ou dans votre esprit un ensemble de représentations sociales liées à ces phénomènes. Alors ce sont des représentations qui ne sont pas toujours conscientes, mais qui restent là en toile de fond et que vous allez mobiliser à certains moments. Et cette mobilisation, elle se fait parce que les représentations sociales et les processus de catégorisation qui en sont la conséquence sont des processus fondamentaux dans notre interprétation du monde social, de notre environnement social, qui est particulièrement complexe. Et ces représentations sociales, elles ont aussi pour fonction
de faciliter notre prise de décision et d'orienter nos comportements. D'où l'intérêt d'avoir des représentations sociales qui collent le plus aux réalités, aux phénomènes sociaux. Et en matière d'usage de drogue, malheureusement, on doit constater que les représentations sociales, elles sont surtout façonnées, forgées par toute une série d'informations biaisées, ou tronquées ou à valence émotionnelle négative, dans la mesure où de nombreuses campagnes de désinformation ont été menées par différents gouvernements pour faciliter la guerre à la drogue d'une part, des campagnes de prévention par la peur aussi qui sont encore très prégnantes actuellement et qui visent à diaboliser les produits et à agiter le bâton et l'interdit pour espérer que les consommations ne se fassent pas. On sait que ce n'est pas forcément très efficace, hein, et notamment au niveau des jeunes, des adolescents qui sont très peu sensibles à ce type de discours et qui sont dans des états psychologiques pour lesquels la prise de risque par n'est pas forcément un problème. Et on a aussi affaire à une information qui est distillée par les médias, par le biais des faits divers. Et le biais des faits divers, inévitablement, il va biaiser la façon dont l'information est traitée. Or, tout ça contribue au fait que dans le grand public, les représentations sociales liées aux usages et aux usagers, on verra par la suite que c'est aussi le cas pour les produits, sont relativement éloignées de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne touchent pas certaines réalités, mais en tout cas, les comportements d'usage et les usagers sont beaucoup plus diversifiés que les représentations grand public ne le traduisent. Et quand on pense à usage de drogue, on pense notamment aux usagers récréatifs qui consomment dans des environnements festifs par plaisir, pour braver les interdits ou parce qu'ils ne sont pas forcément conscients ou ils sont en perte de sens. On pense d'un autre côté aux usagers précarisés qui ont développé une véritable addiction à leurs produits et qui consomment dans la rue parce qu'ils ne peuvent finalement pas faire autrement, et on les considère bien trop souvent, quand on n'est pas en contact régulier avec ces populations, comme étant des personnes manipulatrices, menteuses, non dignes de confiance et capables de poser des comportements problématiques pour la société, le deal, le vol, etc. etc. Ces phénomènes existent, assurément, hein, pas d'angélisme non plus, mais ils sont assurément aussi exacerbés par la manière dont on répond publiquement aux problématiques de consommation de drogue. Et la prohibition exacerbe tous ces phénomènes. Alors ces représentations stéréotypées et toutes les terminologies qui les accompagnent, elles vont avoir un impact sur les usagers. Un impact dans la mesure où il y a des processus de stigmatisation et de discrimination qui vont se mettre en place de manière relativement inévitable. Pensons à un professionnel de la santé non spécialisé sur ces questions, un médecin, un pharmacien de campagne qui rentre en contact avec un usager qui porte sur lui les stigmates de son usage parce qu'il vit dans la grande précarité, assurément, et c'est documenté, les réponses qui sont données aux besoins de ce type d'usager sont malheureusement influencées par ces représentations sociales, et les réponses ne sont pas toujours optimales. On peut répéter l'exercice, hein, c'est documenté aussi au niveau de ce qui se passe au niveau des services d'urgence. Les usagers de drogue qui portent les stigmates de leur usage ne sont pas forcément bien reçus et bien traités dans ces structures généralistes. Alors, je vous ai parlé que les représentations étaient aussi biaisées par rapport aux produits, et effectivement, quand on regarde la manière dont les États ont régulé les substances psychoactives en les classant en substances légales, illégales, on constate que les produits légaux ne sont pas forcément ceux qui ont le moins de conséquences socio-sanitaires, puisque quand on demande à des professionnels, des spécialistes, des épidémiologistes de classer les produits sur base de toute une série de critères objectifs, finalement ce sont nos drogues légales qui sont les plus problématiques à l'échelle de la société. Parce que ce qui a présidé à ces classements, à ces législations sur les drogues, à ces conventions internationales qui ont été adoptées dans la plupart des pays, ce sont
essentiellement des motifs économiques, géopolitiques et moraux qui ont présidé au classement de produits légaux et illégaux. Et la différence entre un médicament et une drogue aussi, elle n'a forcément, quand on regarde les choses de près, pas beaucoup non plus, il n'y a pas beaucoup de distinction fondamentale entre un médicament et une drogue. Et d'ailleurs, en langue anglophone, on parle de drug de manière générale pour désigner les deux. Au niveau pharmacologique, pas toujours beaucoup de différence. C'est plutôt au niveau du mode d'administration, du mode de production et d'acquisition, bien entendu. Et les drogues illicites entraînent des problématiques en raison de cette clandestinité liée au mode de production, d'acheminement et de consommation. Autre élément important, ça a déjà été évoqué par Jean-Michel, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais il faut être conscient que cette base neurobiologique de l'addiction qu'on porte tous en nous, nous rend tous, si je puis dire, on est tous concernés par le risque addictif, d'une part, et on porte tous dans notre quotidien des comportements qui, à certains moments, dérapent un petit peu, dont on perd un peu le contrôle. Et il faut en être conscient, et c'est des comportements, certes, d'usage de produits, mais aussi des comportements liés à l'utilisation des écrans, parfois des jeux de hasard et d'argent. On est tous concernés à titre personnel ou à travers notre sphère familiale par ces phénomènes, mais il ne faut pas non plus trop donner l'accent sur cette composante neurobiologique qui explique, certes, lorsque le circuit de la récompense est dérégulé, explique une grande partie de la difficulté pour les usagers à se sortir de leur addiction, mais ce qui va amener au développement du trouble addictif, c'est beaucoup plus complexe que ça, dans la mesure où il y a des facteurs liés à la personne, aux environnements dans lesquels elle va évoluer, et des facteurs sociaux et sociétaux aussi, qui sont très présents et dont on perd parfois de vue l'importance dans l'étiologie des comportements addictifs. Des études similaires à celles de David Nutt ont montré que lorsque l'on interroge des non-usagers, qu'on les compare aux usagers ou aux experts par rapport à la dangerosité perçue des produits, on remarque que les non-usagers ont tendance à surestimer les risques, la dangerosité, si je puis dire, des produits, alors que les usagers ont une vision assez proche de celle des professionnels. À l'inverse, les non-usagers sous-estiment les bénéfices liés à la consommation, parce qu'il y a des bénéfices liés à la consommation. Il ne faut pas se leurrer, s'il y a autant de consommation de drogue, c'est parce que les usagers en retirent des bénéfices en termes de plaisir, bien évidemment, mais aussi en termes de bien-être, de soulagement du mal-être, en termes de développement identitaire, en termes de socialisation, en termes de développement personnel aussi. Ce sont des réalités. Et ces bénéfices, il ne faut pas les perdre de vue non plus quand on mène des campagnes d'information sur les produits. Si on met trop l'accent uniquement sur les risques, on passe à côté du public, assurément. Alors la consommation, les bénéfices, ils peuvent être objectifs, objectivables, ils peuvent être subjectifs. Et puis, bien entendu, quand on rentre dans des consommations qui se chronicisent, là, les bénéfices vont être contrebalancés par toute une série de dommages qu'on peut aussi objectiver. Et tout l'intérêt des interventions qu'on peut mettre en place avant d'arriver à ce que le trouble addictif se développe, et ce trouble addictif, il n'est pas majoritaire, hein, ce n'est qu'une petite partie des consommateurs qui vont évoluer vers un véritable trouble. Il y a tout intérêt au niveau des acteurs de terrain, et notamment de la première ligne non spécialisée sur ces questions, de mettre en place des automatismes pour rentrer en contact avec le public sur ces questions. Assurément, il y a des manques de moyens, il y a des manques de formation. Les psychologues, les médecins, en tout cas c'est le cas en Belgique francophone, même en Belgique tout court, sont très peu formés sur ces questions, ne se sentent pas forcément légitimes pour les aborder. Or, ils ont une importance cruciale pour que les usages ne se chronicisent pas. On sait que lorsque l'on intervient précocement, et c'est des interventions qui peuvent être brèves, il y a des techniques qui sont très appropriées pour ça, l'entretien motivationnel qui va viser à mettre en place, à développer une motivation intrinsèque au changement,
tout ça, ce sont des choses qu'on doit mettre en place dans les services de première ligne afin de désengorger les services spécialisés qui, bien malheureusement, ne recueillent que les problématiques lorsqu'elles se sont fortement chronicisées et que les dommages sont très importants, et ce qui rend d'autant plus compliqué les prises en charge, puisqu'il y a des problématiques familiales, économiques, professionnelles, sociales, qui ont été occasionnées par la durée du trouble et son impact. Alors Jean-Michel a parlé de cette réalité qu'on n'est pas tous égaux par rapport au risque de développement d'une addiction. C'est illustré également sur cette dia. Il faut savoir qu'il y a des facteurs protecteurs, des facteurs de risque qui sont effectivement inégalement répartis dans la population. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais juste insister sur le fait que lorsque l'on regarde les statistiques de consommation, on remarque que les consommations sont plus fréquentes et à des niveaux de prévalence plus élevés au niveau des personnes qui ont un niveau socio-économique élevé. Alors c'est le cas pour l'alcool, pour le cannabis, pour des psychostimulants, on remarque ça. En revanche, lorsque l'on regarde au niveau des indicateurs de morbidité et de mortalité, le phénomène s'inverse, à savoir qu'on retrouve beaucoup plus de personnes ayant un niveau socio-économique faible dans ces populations. Alors c'est un phénomène qui s'explique par différents facteurs. Je vais rapidement les évoquer. Il y a d'abord le fait que lorsque l'on développe un trouble addictif, forcément, on va éventuellement, on est à risque de dégringoler au niveau de l'échelle sociale, perte d'emploi, de revenus, etc. Deuxièmement, lorsqu'on développe un trouble addictif pendant l'adolescence, pendant l'âge jeune adulte, ben ça va potentiellement hypothéquer aussi les chances de réussite au niveau scolaire, au niveau professionnel. Et donc, il y a aussi ce phénomène qui explique ce lien entre inégalité sociale de santé et indicateurs de morbidité et de mortalité. Deuxième élément, c'est que les personnes qui ont un niveau socio-économique faible, généralement, elles cumulent aussi toute une série de comorbidités en termes de diabète, de maladies cardiovasculaires, pour toute une série de raisons aussi, liées aux conditions de vie dans lesquelles elles vivent. Plus de comorbidités psychiatriques aussi qui vont interagir avec le trouble addictif et l'aggraver et éventuellement en être aussi à l'origine. Et puis, troisième facteur, c'est ces fameuses inégalités sociales de santé, parce que les personnes qui ont un niveau socio-économique faible, elles ont des ressources intellectuelles. On a parlé notamment tout à l'heure des ressources cognitives, des capacités de prise de décision liées au développement des structures frontales. Tout ça, ça permet de réguler les usages, ces capacités cognitives. Ces personnes ont généralement une moins bonne littératie en santé aussi, elles vont moins vers l'information, elles sont aussi dans des environnements qui sont moins soutenants, etc., etc. Et donc tout ce contexte associé à leur statut va favoriser le passage, si je puis dire, d'un simple usage ou d'un usage relativement occasionnel à un usage régulier, chronicisé et problématique. Alors venons-en aux motivations à l'usage de drogue. Ces motivations, elles sont assez hétérogènes quand on prend la peine de les objectiver. Il y a des études récentes qui ont fait cet exercice. Elles sont assez récentes et donc elles sont assurément, elles demandent à être complétées puisqu'elles ne sont pas forcément toutes satisfaisantes, mais sachez qu'en tout cas, actuellement, elles permettent d'objectiver que l'on consomme en raison du plaisir, de la stimulation, de l'euphorie que les produits procurent. Et ça, généralement, ces motifs-là, ce sont ceux qu'on retrouve dans les contextes récréatifs. Alors, l'euphorie, le plaisir peut rester, ces motivations, elles peuvent se chevaucher, peut rester pendant longtemps, mais parfois passer à l'arrière-plan aussi. Alors, on peut consommer pour des motifs sociaux et les usages en contexte récréatif, ils s'inscrivent vraiment dans cette dynamique sociale également. Motif de conformité aussi, et là l'alcool est l'exemple même de ces mécanismes de conformité, de pression sociale, d'identité culturelle qui président aussi
à l'intérêt qu'une population peut porter pour certains produits. Et puis dans notre société très néolibérale qui valorise exagérément la performance, la réussite, l'évitement de l'erreur, de l'échec, les produits qui sont, et notamment les psychostimulants, qui peuvent être utilisés pour améliorer les performances, c'est une réalité également, qui est assurément sous-documentée, en particulier dans les sphères professionnelles plus hautes. Il faut savoir qu'il existe des usages de psychostimulants légaux ou illégaux. Il y a le méthylphénidate qui est notamment utilisé par des étudiants pendant des sessions d'examen, par des médecins pour tenir le coup pendant des gardes très longues en milieu hospitalier. Ce sont des réalités. Et les drogues illégales peuvent parfois aussi faire l'objet de ce type d'usage. Et assurément, si cette utilisation fonctionnelle des psychostimulants est aussi importante dans notre société, c'est assurément en raison d'une responsabilité sociale et sociétale qui exacerbe ces phénomènes. Autre élément important, et ça, je pense que quand on est au niveau des usages chroniques, des usages les plus sévères, on se retrouve plutôt au niveau de ces types d'usages-là, en tout cas ils sont à l'avant-plan, c'est les usages qui vont viser à soulager la personne. Alors, ça peut être soulager des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression, soulager l'ennui aussi, soulager des douleurs physiques, et là on sait qu'il y a une responsabilité de notre système de santé dans le risque de développement de troubles addictifs liés aux opioïdes, dans la mesure où on les prescrit trop, spontanément, on les prescrit parfois même avant que la douleur ne se manifeste, ne s'objective. On va prendre le cas d'une opération en chirurgie banale, vous allez recevoir votre prescription de codéine et puis éventuellement, et même quasi systématiquement, en tout cas c'est le cas en Belgique, une prescription de tramadol. Même si vous n'en avez pas besoin, le médecin spécialiste va vous prescrire ce tramadol. Alors ce tramadol, vous n'allez peut-être pas forcément l'utiliser, mais toujours est-il que si vous n'y connaissez rien, vous allez à la pharmacie, vous allez le prendre, il va à minima terminer dans la pharmacie familiale, et à un moment donné, il pourrait très bien ressurgir. Et si l'utilisation de ce produit vient soulager la douleur physique et qu'en même temps elle soulage d'autres difficultés, là il y a effectivement un risque que le produit vienne combler quelque chose et que ça ne se traduise en comportement chronique. Alors bien entendu, quand on est au niveau des usages sévères, la motivation principale, c'est éviter le sevrage et éviter le craving. Et ça, c'est une réalité qu'on ne doit pas oublier et qui est très importante dans le vécu des personnes en souffrance par rapport à leur addiction. C'est qu'une bonne partie de leur temps est mobilisée pour trouver l'argent, pour se payer le produit, pour acquérir le produit et puis pour le consommer. Et donc on comprend à quel point c'est difficile dans un contexte aussi énergivore de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé et d'aller vers un mieux-être plus général. Alors, dernière motivation que je vais évoquer, c'est celle en lien avec le développement personnel. Développement personnel, ça veut dire consommer des produits pour induire des états modifiés de conscience qui peuvent être bénéfiques pour soi, en termes d'introspection, en termes de compréhension de ce que l'on est, de la société dans laquelle on vit, d'éventuellement les réalités transcendantales qu'on peut éventuellement considérer comme existantes. Ça, ce sont des usages qui existent, qui sont clandestinisés, qui ne sont pas forcément toujours mis en place dans des conditions optimales avec la prohibition des drogues. Et il faut reconnaître leur légitimité. Et on espère que les pouvoirs publics puissent prendre conscience de l'importance de ce type de consommation, dans la mesure où, assurément, de nombreux produits culturels ont été influencés par la consommation de substances psychoactives. Dans ce cadre-là, j'ai mentionné aussi la créativité en termes d'amélioration des performances. Ça peut être aussi l'amélioration des performances de créativité. Et là aussi, c'est une réalité.
Alors ces motivations, elles vont évoluer en fonction des situations, en fonction des produits et en fonction des personnes. Et assurément, il y a lieu de parachever ces études, puisque ici, on le voit sur cette dia, que les motivations peuvent varier en fonction du fait qu'on est un usager occasionnel ou un usager régulier, en fonction qu'on est un usager jeune ou un usager adulte. Et je terminerai l'exposé en mettant, en raccrochant, si je puis dire, ces usages aux besoins fondamentaux qui les sous-tendent, puisqu'on consomme des substances psychoactives, parce que ça permet de répondre à toute une série de besoins fondamentaux tout à fait légitimes. Rappelez aussi que l'usage n'est pas forcément un usage addictif et que l'addiction est favorisée par toute une série de facteurs sociétaux. L'individualisme compétitif, le fait qu'on est dans une société excessivement tournée vers le plaisir et vers le plaisir immédiat, et l'utilisation de produits permet d'avoir une réponse immédiate à ce type de besoin. Et puis toutes les inégalités sociales, en termes d'inégalité de distribution des richesses, en termes d'inégalité d'accès à l'information, aux soins, etc., etc. Tout ça a un impact sur les usages, et donc il y a une responsabilité du politique par rapport à tout ça, et le politique doit en prendre la mesure et mettre en place des programmes qui sont actuellement sous-financés pour essayer de rééquilibrer un petit peu sa responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michael. Jean-Sébastien, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais une personne concernée. Et en effet, tu as fait récemment ta mise à nu publique. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de cet autodévoilement? Oui, alors d'abord, merci encore une fois à la Fédération et à ses adhérents de me payer l'avion et l'hôtel pour venir parler de ma consommation de drogue. Oui, je vais expliquer ma mise à nu, c'en est une, et d'ailleurs je me demande des fois pourquoi il faut faire ça, mais il semble-t-il qu'il faut le faire pour faire changer les choses. Juste avant, je vais insister, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on manque de temps, sur quelques points que Michael a abordés. Au niveau des représentations sociales, on voit des représentations très, très dramatiques, diabolisantes des drogues, des personnes qui consomment comme Reefer Madness. On a aussi des discours très banalisant, voire glorifiant des drogues, comme Snoop Doggy Dogg qui dit que le cannabis est naturel et puis que si tout le monde en consommait, ce serait la paix sur Terre. Bon, je caricature. La réalité est entre les deux et je pense qu'il faut rester objectif et dans les nuances, même s'il existe des banalités et des drames. On voit aussi que les représentations, les perceptions, ça évolue en fonction des cultures, de l'espace, des connaissances scientifiques. À une certaine époque, on recommandait aux personnes qui allaient de boire de la bière parce que l'eau n'était pas aseptisée, contrairement à la bière, et parce que le houblon favorise la lactation. C'est avant qu'on se rende compte que l'alcool transite aussi dans le lait maternel vers le bébé. Donc, on a changé les représentations. Mais juste insister sur le fait que tout ça change, même les frontières entre le normal et le pathologique changent en fonction des contextes socio-culturels. La pathologie, c'est un construit social, ça n'existe pas vraiment. On fait des constructions, en tout cas en termes de santé mentale, les syndromes sont beaucoup plus flous et subjectifs que, par exemple, dans d'autres maladies beaucoup plus objectives. Et il y a des liens à faire avec la stigmatisation d'ailleurs qui génère beaucoup de troubles. Peut-être insister sur le fait aussi qu'on voit des perceptions et des représentations très différentes entre l'alcool, comme disait Michael, les médicaments et les drogues. Et pourtant, quand on voit objectivement les dangers de chacun, on voit que ça ne correspond pas. Il y a aussi dans la société une hiérarchisation des risques. Rapidement, juste dire que certains comportements, on parlait tantôt de David Nutt, qui est célèbre pour les études de dangerosité, qui avait aussi dit que l'ecstasy, la MDMA, était moins dangereuse que l'équitation. Il a perdu son job. Mais c'est quand même vrai, on a une appréciation des risques qui n'est pas toujours correspondante au comportement objectif dans la société, comme quand on voit la comparaison cannabis-alcool, par exemple, qui, bien sûr, au niveau individuel,
c'est complexe, mais au niveau populationnel, le cannabis est une substance moins dangereuse que l'alcool. Je continue rapidement vers une petite diapo qui ressemble à ce que Michael a présenté pour dire que oui, effectivement, il y a un continuum allant du bénéfique à la dépendance, au trouble, et que on connaît et on accepte ce continuum de consommation. Pour l'alcool, on sait qu'il y a des gens qui ne consomment pas. Souvent, on les stigmatise parce que on consomme tous et franchement, pourquoi pas consommer? Hein? Ici, on insiste dans plusieurs cultures pour que les gens consomment de l'alcool. Il y a les gens qui ont des troubles. Bon, c'est leur problème, mais la majorité, on consomme, on n'a pas de problème et ça va. Mais c'est la même chose pour les drogues, pour la cocaïne et plein d'autres drogues. La majorité des gens se trouvent entre les deux, alors que les représentations, c'est souvent les personnes qui ne consomment pas sont des mauvaises personnes, les bonnes personnes. Et les personnes qui consomment sont toutes des toxicomanes et des mauvaises personnes. Je caricature, mais c'est essentiellement un peu la représentation qu'on a, alors que la réalité est beaucoup plus complexe et nuancée que ça. Donc, j'en viens à mon auto-dévoilement. Ça remonte à octobre 2019, où je prononce la conférence de clôture dans un colloque semblable à ici de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Donc, j'ai raconté la démarche que je vais vous raconter dans un article dans la revue Liberté, qui est la plus vieille revue au Québec, une revue d'art et de politique. Et il y avait un numéro spécial à l'automne dernier sur le microdosage, les drogues. Donc, j'ai raconté ça, mais ça commence en octobre 2019. Et donc, je prononce la conférence de clôture et j'assiste pendant 2 jours aux ateliers et j'écoute et j'essaie de me préparer pour ma conférence de clôture pour qu'elle soit ancrée et pertinente. Et tout ce que j'entends, qu'il n'y a pas de financement pour la question des drogues, que les politiciens s'en fichent, que la population s'en fiche, qu'on vit la plus grande crise de santé publique depuis des décennies au Canada et en Amérique du Nord, donc avec la crise des surdoses, et pourtant, il n'y a presque rien qui est fait. Avoir 30 000 morts comme ça au Canada, normalement, mobiliserait des ressources incroyables. La population demanderait des actions qui sont fondées sur les connaissances en santé publique qu'on a, mais il se fait très peu de choses. Et donc, je me suis dit, si c'est le cas, c'est parce que c'est stigmatisé. Parce que, dans le fond, les personnes utilisatrices de drogue, qui sont pourtant nos frères, nos amis, nos collègues, nos parents, nos enfants, on les stigmatise, on les représente comme des mauvaises personnes et c'est souvent même, ils sont vus comme étant responsables de leur propre sort, alors qu'il y a beaucoup de comportements pour lesquels on a des comportements volontaires qui ont des impacts sur la santé, comme le diabète de type 2, puis pourtant on traite et on ne se pose pas de questions. Et il y a clairement une stigmatisation qui reste. Et donc, connaissant un peu la stigmatisation, sachant qu'il y a plusieurs sources au niveau politique sur les drogues, parce qu'évidemment, l'interdit est structurellement une stigmatisation, parce que la stigmatisation, c'est d'apposer des étiquettes à des gens qui sont hors normes. Donc, d'interdire est déjà stigmatisant. Et l'éducation et le langage, mais aussi une des sources de stigmatisation très significative, c'est la question des représentations sociales. Comment on se représente les personnes qui consomment des drogues et comment on se représente les drogues. Que ce soit dans les médias, dans les films, que ce soit en médecine, en politique, même dans les écrits scientifiques, on a des clichés qui sont recelés de l'individu immoral, de déchet social, de l'enfer de la drogue, un peu comme disait Michael avec les faits divers. Mais, comme l'a dit Marie en introduction, on consomme des drogues partout, dans toutes les classes sociales. C'est un comportement, en fait, qui a toujours existé. Les anthropologues ont recensé 15 000 cultures dans l'histoire de l'humanité. Il y en a moins de 10 qui ne consommaient pas de substances psychoactives, parce que probablement qu'il n'y avait pas le climat favorable.
c'est un comportement qui, d'un point de vue anthropologique, fait partie de l'expérience humaine et même animale. Je n'ai pas eu le temps de le dire tantôt, mais il y a plein d'exemples d'animaux même qui consomment des drogues, tantôt à des fins utilitaires. Les lamas, alpagas qui consomment la feuille de coca pour s'adapter à des environnements arides, l'altitude, à des fins de survie. On a vu la BBC capter sur vidéo des dauphins. C'est la première fois qu'on captait la consommation récréative de dauphins qui mâchent le poisson globe, qui se le passent de l'un à l'autre et qui ensuite se frottent, c'est sur YouTube, vous pouvez le voir, qui se frottent les uns sur les autres comme s'ils avaient pris de la MDMA dans un rave. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce sont des immoraux, des malades, des criminels, des pourritures, des déchets sociaux? Évidemment, la réponse, poser la question, c'est y répondre. Bon, évidemment, ils ne sont pas nécessairement dans un contexte très défavorable, ils ne s'injectent pas de produits, mais quand même, la consommation de substances psychoactives est une réalité qui fait partie de qui nous sommes, au même titre que la sexualité, et c'est du même registre comportemental d'un point de vue anthropologique. Et donc, quand je disais « tout le monde consomme », il n'y a pas seulement le cliché du jeune voyou qui consomme. La réalité épidémiologique, c'est qu'il y a des juges, des avocats, des policiers, des comptables, des politiciens, des hommes d'affaires, des profs d'université qui consomment, des journalistes, j'en connais dans toutes ces classes, juges et policiers, qui consomment des drogues. Mais évidemment, ces personnes ne le disent pas sur la place publique, parce qu'un juge qui avouerait sa consommation de drogue sur la place publique, je pense que sa magistrature est détruite. Mais ce que ça fait, c'est que ça affecte les représentations qu'on a. On se compte des mensonges. On a une représentation complètement distorsionnée de la réalité et complètement, je dirais même, hypocrite par rapport à la réalité du fait que plusieurs personnes consomment des substances. Donc, j'ai décidé, à la conférence de clôture, de profiter de mes privilèges de prof d'université qui a une permanence d'hommes blancs, cisgenres, puis de faire le saut et de répondre en fait à l'injonction de Carl Hart. Je ne sais pas si vous connaissez Carl Hart, qui est un Afro-Américain, une sommité mondiale en neurosciences, qui a dirigé le département de psychologie de la Columbia University, qui a lui-même fait un dévoilement de sa consommation d'héroïne il y a plusieurs années, et qui, à Porto, 6 mois avant ma conférence de clôture, nous avait lancé une injonction à la conférence de clôture en disant, à la conférence internationale sur la réduction des risques, en disant « Get out of the closet ». Sortez du garde-robe, parce que sinon, ça ne changera pas. Les choses vont rester comme ça et les gens vont mourir. C'est rien de moins que ça. On a des morts à cause de cette stigmatisation. Donc, c'est devenu clair que ça allait être ma mission. Et j'ai terminé ma conférence de clôture avec ce dévoilement, en disant qu'au fond, je ne révélais pas grand-chose parce que nous sommes tous drogués. Si on inclut honnêtement l'alcool et les médicaments psychoactifs, les personnes dans une société comme la France, le Québec, qui ne consomment pas dans la vie de ces produits-là, se comptent sur les doigts d'une main ou un peu plus. Il y en a, mais c'est extrêmement rare. Et donc, je ne révélais pas grand-chose. Et bon, j'ai agi dans un contexte où je saisissais que la stigmatisation est extrêmement nocive. En santé publique, maintenant, on réalise depuis une dizaine d'années que la stigmatisation est un déterminant social de santé qui est responsable d'inégalités sociales de santé par l'exclusion sociale, par le refus de soins, par la détresse, par la discrimination dans les mécanismes d'intégration sociale que sont l'accès au logement, au travail. Et donc, c'est absolument toxique, encore plus que la consommation de drogue. Et même, je pense personnellement que c'est responsable de plusieurs troubles d'usage de substances, parce que si on exclut quelqu'un, ben voilà, on lui pave le chemin vers la pathologie. Donc, j'ai décidé que c'était assez, que j'étais assez avancé dans ma carrière, que j'avais assez de crédibilité pour la risquer. Dans le fond,
que oui, je prenais un risque, mais que le fait que dévoiler ma consommation était risqué justifiait ce dévoilement, en fait, pour changer les choses. Que les bénéfices étaient plus grands, puis aussi face à toutes les injustices épistémiques que les personnes qui consomment des drogues subissent, j'ai décidé, dans le fond, de tenter humblement de changer les représentations de la personne qui consomme et de montrer que oui, on peut être un prof d'université, réussir. Bon, je pense que je réussis, en tout cas, jusqu'ici. J'ai été aussi influencé par un contexte où de plus en plus on implique en recherche des personnes concernées dans les projets de recherche. Et là où je commençais à être mal à l'aise avec presque parfois une tokenisation de personnes concernées, de drogués, alors que moi, je suis un chercheur, donc mis en boîte, je suis un chercheur, je ne consomme pas de drogue. Toi, tu prends des drogues et tu ne cherches pas. Alors que la réalité, c'est qu'il y a une mixité d'identités et il y a des chercheurs qui consomment ou qui ont un passé d'addiction. D'ailleurs, il y a un excellent commentaire qui a été publié dans le Journal of Addiction Medicine en juillet-juin dernier, l'année passée, qui s'intitulait La valeur potentielle des insights et de l'expérience de vécu des chercheurs en addiction qui ont une addiction. Et on faisait l'argument même scientifique que sans faire l'économie de la rigueur scientifique, les personnes qui ont un vécu peuvent avoir des insights et que ça peut contribuer aussi à la déstigmatisation qui est essentielle à ce que les personnes qui consomment aillent mieux dans notre société et soient incluses comme elles ont le droit de l'être. Bon, on m'a dit aussi que je pouvais risquer de perdre ma crédibilité et que si c'était même, on m'a dit, si c'était en France que tu faisais cet autodévoilement, probablement que ça serait difficile pour la suite de ta carrière parce que tu serais vu comme trop près de ton objet d'étude. Mais bon, comme j'aime dire, les nutritionnistes mangent pourtant. Donc, c'est pas la proximité de l'objet d'étude. Le problème, c'est l'objet d'étude. Donc, j'ai pas de trouble diagnostiqué. Je me revendique quand même personne concernée dès qu'il s'agit de parler de consommation. J'ai quand même conscience que les risques sont beaucoup plus élevés pour ceux qui sont en marge, qui ont un trouble. Et je sais que plusieurs ne peuvent pas parler. Je parle justement parce que plusieurs ne peuvent pas le faire. Bon. Mon dévoilement en a entraîné d'autres. Là, suite à l'apparition dans la revue Liberté, il y a aussi un journaliste, Philippe Mercure, qui avait fait un reportage sur la crise des surdoses qui m'a demandé, parce que je lui en avais parlé quelques années plus tôt, de révéler quelques-uns de mes dévoilements. J'ai aussi révélé que j'ai été aussi travailleur du sexe et j'insiste pour dire que ce n'était pas pour payer ma drogue, je n'étais pas dans la déchéance, c'était un choix rationnel dans un système de contraintes sociales. Là aussi, je ne prétends pas parler au nom des personnes de genre féminin qui pratiquent le travail du sexe. Ce n'est pas nécessairement la même chose, le patriarcat, etc. C'est un sujet que je pourrais aborder, mais on n'a pas le temps. Certaines personnes me disent que c'est ce coming out qui était le plus courageux, mais pour moi, c'est vraiment quand même celui de la consommation parce que je suis un spécialiste, un chercheur dans le domaine de la consommation de drogue. Et j'insiste en terminant que ma démarche n'est pas une démarche de glorification de la consommation de drogue. J'insiste là-dessus. Ce n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif est une démarche d'éducation, d'équité, diversité et d'inclusion sociale, parce que les personnes, comme je l'ai dit, méritent d'exister. Et j'ai eu beaucoup de conséquences positives suite à mon dévoilement qui ont un peu validé mon choix, ma démarche. Très peu de conséquences négatives. C'est sûr que les gens ne le disent pas, sauf ma mère, qui savait tout ça, mais qui, tout d'un coup, ne pouvait plus vivre dans le secret, dans le tabou, face à la famille, aux amis, en tout cas. On pourra en discuter ce midi, si vous voulez. En terminant, au niveau de mes motivations à consommer,
je veux juste dire que vous avez vu la liste que Michael a présentée tout à l'heure. Ben, je les ai toutes, les motivations. Ça dépend des moments, ça dépend des substances, évidemment, aussi. Mais fondamentalement, la consommation, elle est là pour répondre à des besoins fondamentaux humains. On peut y répondre autrement, mais c'est quand même vachement des technologies qui sont utilisées depuis la nuit des temps et pour jusqu'à l'éternité. Je veux dire que l'ONU vise à éradiquer toute drogue de la surface de la Terre pour 2019. Pour moi, j'assimile ça à une perte de contact avec la réalité pathologique. Rien de moins. Ça n'arrivera pas. C'est vraiment une lubie. C'est complètement déconnecté et il faut décrier ces objectifs complètement déconnectés de la réalité. Qui exclut d'ailleurs les personnes. Je termine aussi en disant que on me demande parfois de dire quelle substance je consomme. Parfois, j'aime mieux pas le faire parce que, dans le fond, au fond, on s'en fiche. Mais parfois, j'ai envie de le dire aussi parce que je ne veux pas alimenter une perception que je consommerais des stimulants par transhumanisme pour m'adapter à une société malade, capitaliste, productiviste, avec un job qui est fou et de surcharge de travail. Ça ne veut pas dire que je ne consomme pas des dépresseurs et du cannabis pour me downer à la fin de la journée, pour rapidement atteindre le calme après une journée de stress. Mais, puis je ne veux pas stigmatiser les personnes qui prennent des stimulants, mais ce n'est pas essentiellement ma consommation qui se résume beaucoup à alcool, cannabis et psychédéliques. Parfois, les stimulants, mais c'est rare. Donc, j'ai assez pris de temps. 20 minutes pile. Voilà, j'ai respecté mon temps. Merci. Merci Jean-Sébastien. Jean-Pierre, toi qui es un homme de terrain, un clinicien depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce que ces deux interventions t'inspirent ? Alors, qu'est-ce que ces deux interventions m'inspirent ? D'abord, beaucoup de respect. Et au-delà du respect, beaucoup de quelque chose dont Jean-Michel nous parlait en ouverture et dont tu es garante, Marie, qui est cet esprit de coopération, cet esprit de discussion, cet esprit de confrontation, mais de confrontation constructive que permet cette dimension fédérative. Voilà. Vous me permettrez de prendre un tout petit écart, et vous verrez pourquoi. Mais j'écoutais ce matin donc Valérie Saint-Oyen, qui a la fonction de déléguée de la MILDECA, et elle disait, et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait, la nécessité de changer les représentations que l'on a de la consommation de produits dans un certain nombre de milieux, notamment dans un certain nombre de grandes écoles où il faut avoir consommé, il faut s'être défoncé dans ces fêtes alcoolisées pour être intégré. Et nous, on a aussi utilisé le mot « il faut changer les représentations », et on veut changer des représentations qu'on pourrait penser comme étant opposées. Celle du stigmate, celle de l'exclusion. Mon seul regret, c'est que Valérie ne soit pas là. Et ce n'est pas une attaque contre... Mais il y a d'autres personnes de la MILDECA qui lui remonteront, parce que c'est ce type de dialogue qui nous fera avancer. C'est-à-dire que nous voulons changer les représentations. Nous arrivons par deux chemins différents pour changer les représentations. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous opposer et avoir le sentiment que le travail que fait l'un vient détruire le travail que fait l'autre, alors que fondamentalement, nous avons le même objectif de rendre plus attrapables ces questions. Voilà. Et donc, je voulais commencer par ce pas de côté, parce qu'il est pour moi fondamental du travail qu'on fait dans la fédération. Ça nous rend parfois, on nous accuse parfois d'être un peu compliqué, mais la complexité, ça évite parfois le réductionnisme. Et donc, il ne faut jamais avoir peur d'être parfois un petit peu compliqué. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a besoin de rappeler la banalité de l'usage. Ça ne dit
rien de critique face à la maladie. Ça ne dit rien de critique face à la pathologie. Tu l'as évoqué, Jean-Michel l'a évoqué, tu l'as conclu en disant que ton dévoilement n'avait pas fonction de banaliser l'usage au sens de la banalisation. Et donc, du coup, rappeler ce mot qui est un peu différent, la banalité de l'usage. Et une partie de ces usages sont des usages qui sont terriblement quotidiens, terriblement humains. Voilà, je ne vais pas redonner le catalogue de ce que vous avez dit. J'en dirai deux, hein, parce qu'ils sont importants. Les usages ont une partie pharmacologique. On veut ressentir un effet, mais les usages, et tu l'as dit, je crois que tous les deux vous l'avez dit, ont une partie anthropologique, c'est aussi des pratiques communes, ce sont aussi des pratiques sociales. Et on a besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Voilà, nous avons besoin des deux. Alors, on fait l'usage de techniques, on fait l'usage d'objets. Un objet n'en vaut pas un autre, une technique n'en vaut pas un autre. Il y a des détails qui sont donnés, mais penser qu'on peut se passer de ça me paraît effectivement une utopie dangereuse ou amener à des comportements dangereux. La difficulté, par exemple, qu'on a aujourd'hui en France, c'est de dénormaliser le petit verre entre amis sans stigmatiser le petit verre entre amis. Voilà. Et c'est pas simple. Mais si on n'ose pas s'y attaquer, on va être dans du frontal et le travail de l'un va détruire le travail de l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point, mais j'ai moi besoin de rappeler que au dévoilement que tu fais, j'ai procédé pendant un certain nombre d'années, les 35 années à peu près, d'exercice professionnel, et je continue de consulter, à arriver petit à petit à faire mon dévoilement personnel que moi j'ai fait avec mes patients. Parce qu'en addictologie, l'usager vous demande « Mais toi, tu sais de quoi tu parles? Toi, tu as consommé ?» Alors, je venais d'une école où c'était facile. On dit « Tu ne dois rien dire de toi à l'usager. » Alors, quand vous faites ça, en addicto, assez vite, votre fil actif se réduit. Il n'y a que les compliants, ainsi de suite. Bon, voilà. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Casimir, de rentrer dans la boîte et de sentir qu'est-ce que vous avez ou pas. Voilà, quelle est votre légitimité? Alors, elle peut être universitaire, elle n'est pas du tout une attaque, elle peut être de chercheur. Tu as rappelé, je ne suis pas un chercheur, j'ai présidé cette fédération en passant mon temps à expliquer que je n'étais pas un chercheur, que ça ne voulait pas dire que je m'en foutais. Mais presque on me regardait en disant « Mais de quel droit vous parlez ?» Ben, je parle de la place d'un acteur qui fait partie, qui est un praticien. Voilà, un praticien. Et une partie de la banalité de l'usage nous dit des choses. Et puis, voilà, il m'a été donné de leur expliquer des moments où j'en avais perdu le contrôle de mes usages, des moments où j'avais eu mes propres problèmes, mes propres conduites. Voilà. Mais par exemple, ce qui les a toujours le plus amusés, c'est le dévoilement fascinant que je peux leur faire, qui est que je n'ai jamais rêvé d'être psychologue clinicien. Ça n'a jamais été ma vocation. Et que le seul rêve que je regretterais de n'avoir jamais pu exercer, c'était navigateur au grand large. Voilà. Et que les risques majeurs que j'ai pris, c'était quand je naviguais. Et tu disais hier que dans certains lieux, on glorifie certains risques et on disqualifie d'autres risques. Et je disais, voilà, je suis un jeune homme blanc, français, bien intégré, comme dirait l'autre, des Coutrons, il y en a depuis plusieurs siècles sur le territoire de Nord-Bourgogne, ce qu'on appelle la Bresse, et je me prends pour un navigateur, donc je pars, je tente d'eux, et quand je fais des conneries, en naviguant, on m'engueule un peu, mais je sens l'admiration que l'on a pour la personne qui a osé. Quand j'ai fait mes conneries quelques années plus tard, avec des substances addictives, j'ai senti tout le stigmate. Ah, donc ça, ce premier point, il est pour moi important, parce que le stigmate renvoie au fait, en complément de ce que vous avez dit, que l'addict, on lui reproche de l'avoir choisi. Il a été vers ce produit. Il y a un moment où il a fait le choix d'aller le consommer, d'où l'importance de ses motivations. Il ne l'a pas fait pour devenir addict, mais il l'a fait pour avoir ses effets. Il l'a fait pour être dans ce commun des usages partagés. Et ça, jusqu'au bout, ça lui sera reproché comme étant « tu es responsable
du problème que tu as. Voilà. Et une partie du travail qui nous réunit dans nos différentes façons de vouloir changer les représentations, pour moi, passera par notre capacité ou pas à être clair sur ce qui est au départ. D'où le fait que cette question qui paraît éculée, pourquoi on se drogue, reste une question importante parce qu'elle dit quelque chose de cette dimension fonctionnelle, de ce mouvement que l'on a pour aller là-dessus. Alors bien sûr, je suis pas... Ouais, je suis quelqu'un qui a choisi d'accompagner des personnes qui ont des usages. Et donc, je n'ai, comme beaucoup de personnes ici, aucun doute sur la dangerosité des usages, sur les problèmes que peuvent créer ces usages. Mais là encore, il faut être capable de parler et de déconstruire ce concept de dangerosité. Et tu en as proposé quelques exemples, tu en as proposé quelques autres. Je compléterai, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Le premier, c'est que pour moi, une des caractéristiques de la prise de substances psychoactives, c'est le circuit court. Voilà. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la substance pharmacologique permet d'aller directement sur le circuit de la récompense sans passer par un certain nombre d'exercices culturels, ainsi de suite. Voilà. Pour faire du bateau, il faut avoir appris. Il y a un entraînement et parfois c'est chiant. Voilà. C'est pas toujours. Voilà. Il y a dans l'appel à la pharmacologie quelque chose de rapide, quelque chose qui vient tout de suite. Et donc, il y a une certaine fascination, et encore plus quand on est jeune, parce qu'avoir vite, de façon reproductible, sans trop de complexité, quelque chose qui nous transforme et qui nous apporte ces effets aussi divers que ça, ouais, on peut dire tu devrais ne pas le faire, mais enfin bon, on se dit ouais, pourquoi je me priverais de ça, parce que c'est quand même pas aussi simple de le faire autrement. Et on oublie que c'est pas aussi simple de le faire autrement. Et c'est pas rien, si tu rappelais ta dimension et la chronologie de nos vies, moi je sais qu'il y a des choses que je n'ai pu dire qu'avancer un peu dans ma carrière, mais pas juste par censure, mais parce qu'il m'a fallu me comprendre, le sentir de l'intérieur. La deuxième chose, c'est que si on veut connaître les risques, alors tu évoquais les schémas que tu as présentés, avec Alain Morel qui est dans la salle, des collègues de la GEA ont mis en place des cubes qui permettaient de visualiser en 3D qu'est-ce que c'est que le danger ou quels sont les dangers et de voir pourquoi on dit ça c'est dangereux et l'autre dit mais non c'est ça qui est dangereux, ah mais non c'est ça qui est dangereux, la dimension sociale, la dimension dépendance, la dimension psychique et pareil du côté des bénéfices. Donc la façon de faire tourner, et ça si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, on va se perdre. Ça renvoie à quelque chose sur lequel je suis très intéressant en ce moment, parce que vous le trouverez à la librairie. J'ai toujours su faire la publicité de mes livres. Vous le trouverez à la librairie, un livre avec François Julien, qui était venu il y a quelques années. Et François Julien dit quelque chose dans sa pensée chinoise, que finalement, les objets d'addiction, il ne faudrait pas chercher à les classer. Ils sont toujours, quoi qu'on fasse, à la fois. Ils sont par essence à la fois. C'est plus encore que dire ils sont tantôt bien, tantôt mauvais. Ils sont par essence à la fois. Et donc vouloir les séparer, c'est se planter. À l'inverse, permettre à la personne de mesurer l'expérience qu'elle a fait et permettre d'en travailler le positif ou le négatif, ça peut avoir de l'intérêt. Et c'est d'ailleurs, tu évoquais la sexualité, je pourrais parler de la vitesse, je pourrais parler de plein de choses. Il y a plein de comportements comme ça où il vaut mieux apprendre le positif du négatif que de tenter de séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, pour ça. Et ça me paraît quelque chose de très important dans ce que ça joue. Le danger n'est pas qu'une affaire de produit. C'est effectivement toute l'appropriation qu'on va en avoir. Et je ne le redirai pas une nouvelle fois, mais juste dire que c'est là que ça se raccrocherait, vous l'avez suffisamment dit, dans les éléments qui font la dangerosité d'une expérience. Les inégalités sociales de santé sont un des paramètres qu'il ne faudrait pas oublier. Alors je dis un des paramètres parce que Jean-Michel nous rappelait ce jeu éternel des addictos avec les 3 cartes et chacun pense que le territoire est la carte qu'il a et donc chacun va privilégier la psychothérapie, la sociothérapie ou la pharmacothérapie. Voilà, l'avantage c'est d'arriver à penser cette mise en route intégrative. Alors le dernier élément, et ça renverra
au sous-titre que j'avais proposé. Je laisse donc à Alexandre le encore, et moi je m'empare de l'usage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je faisais allusion à cet usage du monde, et je pense que pour beaucoup, l'usage des substances fait partie de l'usage du monde. Et c'est parce qu'on a fait l'usage de substances qu'on est rentré dans l'usage du monde. Et l'adjoint au maire, ce matin, ou le maire adjoint, rappelait l'importance de la famille. C'est aussi dans le contexte de famille qu'on apprend l'usage. C'est un moment important, ce moment éducatif. Jean-Michel nous rappelait l'insécurité fondamentale dans laquelle on peut être. Si vous regardez, tous ces fils se retissent. Et il y a dans ce livre dont je vous avais parlé de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, il y a des phrases extraordinaires sur comment on prend conscience d'un certain nombre de ces expériences qui font celle de notre vie. Je ne sais pas si vous êtes intéressé, allez voir un autre livre qui, lui, n'est pas pour l'instant dans la librairie, qui est L'usure du monde, qui vient d'être écrit par un journaliste qui a refait le voyage de Nicolas Bouvier jusqu'au fin fond de l'Afghanistan et qui décrit tout ce qui s'est dégradé, tout ce qui s'est perdu, voilà, parce que ces pays sont dans des moments un peu difficiles, notamment quand ils traversent l'Iran. Et ce passage de l'usage à l'usure, c'est assez proche du passage de l'usage de substances à la maladie addictive. Et ce qui fait qu'on peut rester du côté de l'usage sans aller du côté de l'usure, c'est tout ce travail que nous essayons de défendre autour de l'éducation, autour des compétences psychosociales, autour de l'apprentissage du risque, autour de l'apprentissage de faire autrement, ne pas être obligé de s'amuser dans une fête ou être pas obligé de s'intégrer en surconsommant de l'alcool, n'oblige pas à stigmatiser tout consommateur de substances. Et c'est ce travail-là que nous avons encore un peu de mal à mettre sur la place publique. Et je terminerai en disant, c'était pour ça qu'on avait choisi ce thème. Alors, on ne pourra pas dire ce qu'aurait voulu dire Cécile Duflot, mais parce que quel est l'endroit où ces contradictions se travaillent le mieux? C'est dans la proximité, c'est sur le territoire. Quel est l'endroit où on peut à la fois voir qu'il serait mieux de ne pas le faire, mais qu'il est parfois bien agréable de le faire? C'est sur le territoire. Quel est l'endroit où à la fois l'usager dérange parce qu'il fait du bruit, mais en même temps c'est notre voisin, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc d'une certaine façon on est en relation avec lui. Ce sont ces territoires de vie, ce sont ces territoires de proximité. Pour ceux qui font du travail systémique, la thérapie familiale, c'est ces adolescents dont on voudrait à la fois se débarrasser, mais dont on n'arrive pas à se détacher quand on est parent. L'adolescent vous demandant comment faire en sorte de se débarrasser de ses parents, tout en les suppliant de ne pas rompre avec eux. Et c'est tout l'intérêt de notre travail, c'est tout l'intérêt en tout cas de cette thématique qui vient attraper la question qui a été posée, pourquoi on se drogue, et qui vient l'humaniser. Merci. Alors j'aurais aimé vous poser 1 milliard de questions, d'autant que j'ai passé la nuit à aller travailler. Mais je ne vais pas avoir le temps parce qu'il faut qu'on aille déjeuner. Mais bien évidemment, mes 3 collègues qui sont des hommes blancs. Donc la prochaine fois, on essaiera aussi d'être un peu plus diversifié dans notre programmation. Mais malgré le fait que je sois entourée d'hommes blancs, je les aime quand même. Mais ils seront donc au repas et vous pourrez aller, bien évidemment, les voir et discuter avec eux. Pour conclure, on va juste vous diffuser une rapide vidéo qui a été tournée par mes collègues de l'AIDQ au Québec, donc l'Association des intervenants en dépendance du Québec, que Jean-Sébastien va contextualiser. Mais je voudrais juste remercier ma collègue Sandy Avadlamudi, qui est la déléguée générale ou la directrice générale de l'AIDQ, qui s'est levée à une heure pas possible ce matin pour nous permettre d'avoir cette vidéo. Donc je sais qu'elle va nous écouter en replay. Donc je la remercie 1 milliard de fois. Et Jean-Sébastien, je te laisse introduire la vidéo. Oui, rapidement, c'est une vidéo assez courte, 3 minutes
quelques secondes sur la stigmatisation que nous avons avec la IDQ, financée aussi par la Canadian Drug Policy Coalition, la coalition canadienne sur les politiques sur les drogues. C'est suite à 2 panels qu'on a fait dans le cadre d'événements de la IDQ. Farine, Liz, Cédric, Isabelle, Louis qui est ici et moi. Et donc, on a fait ces panels sur la stigmatisation et suite au fait que la mayonnaise avait monté entre nous, il y a eu ce projet de vidéo. Alors, vous allez pouvoir le voir. Je suis très fier d'avoir fait partie de ça. La stigmatisation, on la trouve partout. C'est le regard des autres. Et le regard des autres sur nous, en fonction d'une certaine perception de la manière dont on doit être en société. L'utilisation des drogues, c'est quelque chose qui est stigmatisé à cause du fait que les drogues sont illégales. En plus de rajouter des facteurs systémiques qu'on sait qui sont très présents au Québec et qui existent certainement pour les Premières Nations dans le système. La plus grande conséquence de la stigmatisation des personnes qui consomment, c'est leur exclusion sociale, c'est leur isolement, c'est leur éloignement des services. J'ai perdu ma fille d'une surdose accidentelle en mai 2019. Sarah Jeanne l'a consommée seule dans sa chambre. C'est pas vraiment parce qu'elle se sentait stigmatisée, elle voulait pas qu'on le sache, elle voulait pas que les gens la jugent. C'est bien plus facile de s'isoler que de faire face à le stigma et la discrimination des autres. Le fait que, comme on s'est stigmatisé et que c'est interdit et qu'on ne donne pas de service, on ne soutient pas les personnes. Ça leur prévient d'accéder au soutien qu'ils auront besoin pour sortir de la dépendance. Cette stigmatisation nuit à le respect de toi, à l'estime de toi. Ma plus grande mission, c'est vraiment d'abattre la stigmatisation et de faire connaître l'histoire de Sarah Jeanne pour que les gens comprennent mieux que ça peut arriver à n'importe qui. Utiliser des drogues, ça se voit pas sur le visage, right? C'est juste des stigmas, c'est juste des stéréotypes. Il y a vraiment toutes sortes de gens qui consomment des substances illégales, des juges, des avocats, des policiers, des politiciens, des comptables, des journalistes, des profs d'université. Plus qu'on stigmatise l'autre, plus on sent en sécurité nous-mêmes, que ça ne va pas arriver à nous. Si on persiste à donner un visage à la toxicomanie, on va persister dans la stigmatisation des personnes qui font usage. Il peut y avoir une consommation responsable, mais pour ceux qui ont des difficultés avec ça, comment est-ce qu'on peut vraiment les accompagner? C'est pas n'importe qui va développer un trouble de consommation, mais pour ceux qui en développent un, c'est pour la plupart pas un problème en soi, mais c'est le symptôme d'un problème. Souvent le résultat des traumatismes, c'est souvent le résultat des problèmes psychologiques. C'est un effet de quelque chose. Les traumatismes qui ont été vécus durant les générations par les Premières Nations, il faut commencer à regarder l'affaire différemment, aller vers la guérison, arrêter de punir des choses qui sont des réactions. Mon plus grand souhait, c'est vraiment que les gens s'ouvrent aux personnes qui consomment pour mieux les comprendre. Pas de dire à la personne quoi faire, pas d'imposer des façons de faire à la personne, mais vraiment pouvoir être là pour eux, s'assurer d'être dans le même chemin qu'eux et les aider en les guidant où ils sont rendus. Pour vraiment que la personne s'approprie leur mieux-être. J'aimerais vivre dans une société qui inclut les personnes qui consomment des substances, qu'elles ne soient pas stigmatisées, puis que ces personnes-là puissent exister à part entière. Il faut aller vers les autres. Il faut respecter ce droit qu'on a tous d'avoir accès aux soins de santé. Respect de la dignité. Si on ne fait pas cet effort-là de se mettre dans la peau des autres, on n'y arrivera pas et on va rester dans une démarche de stigmatisation. Et c'est ce qu'on ne veut plus. Le mieux-être avant tout. La drogue fait partie de ma solution. Surdose de préjugés. Je suis à risque de surdose. Et si c'était moi? Inégalité, préjugés, produits du système. Eh bien, merci encore une fois. Et on se retrouve à 14h. Je crois qu'Alexandre va vous dire quelques mots organisationnels. Merci. Je prends 1 minute. La première chose, c'est que certains se sont un peu perdus. L'accès à l'auditorium, quand vous voulez rentrer, c'est plutôt par le haut, parce que sinon, après, vous vous retrouvez dans la régie. Ce n'est pas forcément l'endroit où vous souhaitez aller.
Deuxième chose, on a un tout petit peu de retard, mais il faudrait absolument qu'on démarre à l'heure, à 14h, les ateliers et les conférences, notamment puisque vous savez qu'il y a des gens qui sont inscrits en visio et qui donc à 14h seront devant leur écran pour que les conférences démarrent. Et enfin, pour ceux qui ont pris le déjeuner, c'est tout de suite à droite quand vous sortez de l'auditorium. Pour ceux qui souhaiteraient déjeuner demain midi ou participer à la soirée festive ce soir, il reste encore une 30aine de places. Donc vous pouvez aller au stand réclamation, c'est encore possible. Bon appétit et à tout à l'heure.